Salut les grains de sel. Aujourd'hui, on parle de l'éducation positive des chiens qui s'oppose à la méthode traditionnelle, plus largement répandue. Je suis donc allée voir une comportementaliste canine pour en savoir plus. Dans cette vidéo, on parle donc de ces deux méthodes, de hiérarchie et de dominance, de comportement canin, et à la fin, vous trouverez des bons plans concernant la méthode positive. Bon visionnage! Alors, je me présente, je m'appelle Muriel. J'ai créé mon entreprise canine Corsica Dog Éduc en Haute-Corse, qui est basée essentiellement sur le renforcement positif, donc l'éducation des chiens depuis l'âge de 2 mois jusqu'à la fin de leur vie, quoi. J'ai créé cette école suite moi-même à de mauvaises expériences vécues par rapport à mes chiens, qui étaient donc au départ dressés en méthode traditionnelle. Et je me suis rendu compte que ces méthodes ne fonctionnaient pas avec mes chiens et la plupart des autres chiens qui au contraire donc développaient et renforçaient l'agressivité de la plupart des chiens et en particulier des chiens peureux. Et c'est quoi la différence du coup de base déjà entre l'éducation positive et l'éducation traditionnelle? Alors l'éducation traditionnelle est d'abord fondée sur une théorie, celle de la hiérarchie de dominance, selon laquelle l'humain commande le chien, il doit être son supérieur hiérarchique et lui faire comprendre les choses par la contrainte et la force. Cela a quand même laissé une ouverture vers pas mal de dérives, entre autres celle de la maltraitance sur l'animal, à savoir l'usage de colliers électriques, de colliers étrangleurs, colliers à pic. Ces méthodes traditionnelles ne tiennent absolument pas compte de la psychologie du chien, de son état émotionnel, de sa sensibilité, de ses émotions, l'état émotionnel certes, et forcément sont là plus pour casser la personnalité du chien et le rendre hyper obéissant. On dit souvent mon chien obéit au doigt et à l'œil. Alors c'est une formule que je déteste, bien entendu, parce que ce n'est pas considérer le chien en tant que sujet, mais en tant qu'objet. Et animal qui sert à quelque chose, animal utile, qui a fonction de. Alors fonction de quoi? Pour la défense, pour les concours d'obéissance, etc. Bien entendu, les choses ont quand même pas mal évolué, mais il reste encore beaucoup de travail à faire du côté de la prise de conscience et le combat contre cet inconscient collectif, comme quoi le chien doit obéir et le chien est notre inférieur hiérarchique. Cette hiérarchie de la dominance, elle doit être oubliée, puisqu'elle a été donc plus ou moins mise en avant par Hitler pendant la Seconde Guerre mondiale, qui lui, en tant que fourreur, voulait absolument ressembler au mâle alpha. C'est Konrad Lorenz qui a fait des travaux de recherche donc, sur le comportement animal et qui a souligné justement cette importance de la hiérarchie du mâle alpha. Chose qui a été, théorie qui a été par la suite démentie et controversée par des scientifiques aguerris, puisqu'il n'y a pas de hiérarchie interspécifique comme chien. Est-ce qu'il y a une hiérarchie du coup entre les chiens? Entre les chiens, il n'y a pas vraiment de hiérarchie stable. C'est-à-dire que le chien va défendre à la fois son territoire, son lieu de vie, son lieu de repos, ses ressources, que ce soit les jouets, l'alimentation ou le référent humain. Et par rapport aux notions de dominance du coup qui sont souvent associées à tout ce qui est hiérarchie, etc., est-ce qu'on peut dire qu'il existe de la dominance entre plusieurs chiens? Il n'y a pas vraiment, tout est question de tempérament et d'apprentissage. Un chien qui va se montrer agressif avec un autre chien n'est pas forcément un chien dominant. C'est un chien qui est souvent mal dans ses pattes. On dit que c'est souvent un comportement adaptatif. Le chien va soit agresser pour faire fuir,
soit s'enfuir. S'il n'a pas la possibilité de s'enfuir, il va agresser. Tout ce qui est inconnu pour le chien est une menace. Ça me fait rire les gens qui disent oui, on peut régler les problèmes de comportement par le dressage. C'est faux. Le dressage ne résout pas les problèmes de comportement, d'autant qu'un éducateur qui raisonne comme ça ou un maître chien, lui va prendre le chien tel qu'il est et il va donc essayer de modifier son comportement par la contrainte et la soumission. C'est-à-dire que le chien, il va arrêter de grogner quand il voit un autre chien. À chaque fois qu'il va voir un autre chien, il va se prendre une saccade ou un coup de collier électrique. Et du coup, il deviendra doux comme un agneau. Mais ça, c'est reculer pour mieux sauter. Parce que le chien va prendre sur lui toutes ces sanctions. Il va les enregistrer. Mais le jour où il aura l'opportunité de faire ressurgir ce comportement agressif, il emploiera les grands moyens. Il ira peut-être jusqu'au bout. C'est-à-dire que non seulement il y aura la phase de menace aura disparu parce qu'on lui aura interdit de grogner sur un chien, etc. Donc plus de phase de menace, ça veut dire que la séquence comportementale d'agression sera faussée. L'autre chien ne comprendra pas où nous va en venir. Et ce sera l'agression directe avec parfois mise à mort. Alors, donc il faut faire attention à dire non, le dressage, on va corriger le chien lorsqu'il fait ça et puis le problème va être réglé. Non, c'est en fait inhiber un comportement pour en faire surgir encore plus complexe et plus dangereux. Donc c'est pour ça qu'il faut connaître les causes du comportement. Il faut ensuite travailler pour remédier au problème. Donc d'abord lui faire prendre conscience que rien que la vue d'un chien n'est pas une menace pour lui et travailler sur cette zone critique. Au fur et à mesure, rétrécir cette zone critique pour qu'il arrive finalement à accepter un contact, ne fût-ce que renifler l'autre chien sans forcément qu'il y ait grognement ou agression. La zone rouge et la zone de confort. Je vais vous expliquer ces deux notions par rapport à l'exemple de mon chien qui est filmé juste ici et de sa relation qu'il peut avoir avec les vaches. En fait, la zone rouge du chien, qui va être forcément plus proche de lui, c'est la zone dans laquelle, si une vache entre, il va se mettre à l'attaquer. Tandis que la zone de confort, tant que les vaches restent à l'intérieur, mon chien ne les attaquera pas. Le but, c'est que quand on travaille sur des problèmes de comportement des chiens, on respecte ces zones pour les diminuer progressivement. Tout d'abord, mon chien n'attaquait les vaches même lorsqu'il les voyait seulement et qu'elles étaient très loin. Alors que maintenant, on peut s'approcher à quelques mètres et il continue de leur foutre la paix en fait. Et on parlait tout à l'heure du grognement, qui est en fait juste une prévention. C'est une prévention. Alors souvent les gens disent « Ah, mon chien grogne, il faut que je lui rentre dedans, ça y est, il est dominant, c'est lui qui veut commander, etc. » C'est faux. Le grognement fait partie du répertoire comportemental du chien. C'est tout simplement pour signifier qu'il y a un problème, que le chien n'est pas bien, il a peut-être mal quelque part, ça peut être de l'agression par irritation. Dire voilà, ne m'approche pas, aujourd'hui je suis pas bien, j'ai mal, laisse-moi tranquille. Donc si on ne tient pas compte des grognements et qu'on va au-delà, bien entendu le chien, au final, s'il n'a pas la possibilité d'éviter le contact forcé, il va en arriver à la morsure. Donc après c'est à nous de comprendre ce que veut dire ce grognement, peut-être s'inquiéter si mon chien a mal, l'emmener chez le vétérinaire. Donc c'est toujours comprendre, essayer de comprendre pourquoi le chien fait ça. Qu'est-ce que j'ai fait qui a fait que... Et ensuite respecter ses limites et travailler au fur et à mesure. Le clicker fonctionne avec la nourriture qui est un renforçateur. Dans les phases d'apprentissage et dans les phases de renforcement. Voilà. Donc le chien apprend qu'en faisant quelque chose, il déclenche le clicker, il a une récompense. Donc il va reproduire ce comportement puisque c'est un comportement qui lui apporte bien-être, satisfaction, plaisir. À savoir que le chien est un opportuniste et un animal qui va toujours vers la recherche du plaisir.
qui va dans l'évitement de la douleur, de la souffrance ou de la punition. Comme tout animal. Voilà. Donc, plus on va travailler en renforcement positif et plus on va avoir un chien heureux et coopératif. Donc après, si je veux le faire tourner, je bouge un peu. Voilà, je fais du shaping. Le shaping, c'est aider le chien à comprendre ce qu'il faut faire. C'est pas moi qui le guide réellement, je peux le faire en ce qu'on appelle en luring, avec le geste et la nourriture. Ok. Mais là, le chien, le souci, c'est qu'il est plus axé sur la nourriture que sur ce qu'il doit faire. Alors que si je lui propose de réfléchir et de suivre le mouvement de mon corps en utilisant ses pattes arrière, et que je vais récompenser à ce moment-là, il va reproduire ce comportement. D'accord ? C'est un peu plus long à mettre en place, mais c'est plus efficace et plus amusant pour le propriétaire et pour le chien. Après, on a ce qu'on appelle la technique. Donc, on a la technique du luring, la technique du shaping et la technique du capturing. Shaping, c'est façonnage. On oriente progressivement le chien et on l'aide à réfléchir à ce qu'il doit proposer. Le capturing, c'est utiliser des comportements acquis, donc que le chien connaît, et attendre que le chien vous propose ce comportement. Là, j'attends. Il me regarde, il me dit qu'est-ce que je dois faire. Voilà. Il aboie, ok, c'est un comportement qu'il sait faire. Là, vous avez vu que maintenant, il a reproduit l'aboiement puisque c'est ça que j'ai validé. D'accord ? J'augmente la fréquence du comportement. C'est-à-dire qu'à chaque fois, je valide au clicker et je récompense ce comportement-là. Donc du coup, le comportement du tour, il va le laisser de côté. L'exemple pris ici est la marche polie en laisse, qui est le comportement que l'on souhaite renforcer en parallèle de tirer en laisse, qui est l'action dont on souhaite baisser la fréquence. Déjà, dans la méthode positive, on utilise la récompense positive et la punition négative. Contrairement à dans la méthode traditionnelle où justement on utilise la récompense négative et la punition positive. En positif donc, déjà dans le cas où le chien ne tire pas en laisse, on va ajouter un stimulus positif, comme par exemple une friandise ou simplement le fait de continuer la balade. Lorsqu'il tire en laisse, on retire un stimulus positif, c'est-à-dire qu'on arrête la marche en laisse ou il n'a pas de friandise, etc. Dans la méthode traditionnelle, on fera le contraire. Si tu tires en laisse, j'ajoute un stimulus négatif, comme par exemple un coup dans la laisse, ou une tape, ou un nom, enfin bref, quelque chose de négatif. Et si tu ne tires pas en laisse, je retire ce stimulus négatif. Il y a l'utilisation de la voix. Je sais pas. Ah si. Oui. Et donc cette utilisation du clicker, pourquoi est-ce que... Parce qu'on peut aussi renforcer avec la voix, on peut aussi renforcer avec les friandises uniquement. Donc il permet quoi le clicker? Alors le clicker permet déjà de travailler sur un timing au niveau du comportement. C'est-à-dire que la voix, il y a toujours un décalage entre le... Par exemple, vous demandez à votre chien à distance de s'asseoir assis. Le temps qu'il s'assoit, oui c'est bien, vous allez donner la récompense, il s'est écoulé combien? 5, 6, 8 secondes si vous êtes à 20 mètres. Donc le clicker, ce qu'il y a de bien, c'est que vous pouvez aussi travailler à distance. Je demande à mon chien de s'asseoir à distance, je lui fais comprendre par un signal sonore que c'est bien. Donc ça me laisse le temps après d'aller le récompenser. Ça n'a pas le même impact sur la relation entre l'humain et le chien. Et sur l'équilibre du chien, du coup. Et l'équilibre du chien, surtout avec des chiens qui sont sensibles, craintifs, etc. Donc, mieux travailler sur... Alors, la punition négative, ce qu'on appelle le P- dans notre jargon, c'est retirer au chien ce qui lui fait plaisir. Le chien aboie devant la porte pour aller dehors. Cela m'agace. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais partir. Et je vais montrer au chien, si tu aboies, il n'y aura pas de promenade. Pareil pour le chien qui aboie sur la balle, pour que je lui lance la balle. Tu aboies, ah. Tu aboies, ok, tant que tu aboies, je range la balle.
Quand tu n'aboieras plus, je te donnerai la balle. Si vous voulez, il faut que le chien apprenne par association, tout simplement. Cette notion aussi que la chose qu'on renforce du chien, c'est la dernière chose qu'il a faite. Voilà. Il y a souvent des gens qui disent « Oh, mon chien aboie quand il voit quelqu'un passer devant la clôture. » Alors, qu'est-ce qui se passe? Médor au pied. Le chien a aboyé un bon moment, Médor au pied, il revient vers son maître, je le récompense. Le chien a retenu quoi au juste? Il a retenu que je récompense le fait qu'il aboie et qu'il revienne. Bien faire la dissociation pour le chien, quoi. Je crois que là, il faut faire avancer les choses, il faut sortir. Et ce qui est difficile, justement, c'est que cette théorie de la hiérarchie de dominance, dominé, soumis, tout ce vocabulaire, ce jargon qu'on a employé pendant des décennies dans le monde du chien, continue à être diffusé par des professionnels, par des vétérinaires parfois. Donc évidemment, le vétérinaire a dit, c'est le médecin, le référent, celui qui représente le mieux la connaissance du chien. Quand votre vétérinaire vous dit votre chien est dominant, vous ne représentez pas le chef de mieux pour lui, vous allez le croire, surtout si vous ne comprenez absolument rien au chien. Et donc ça va se propager et ça va rester. Donc il faut combattre tout ça. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura apporté beaucoup de connaissances. Nous pouvons maintenant en discuter en commentaire, ce que vous en pensez, ce que vous pensez qu'il serait encore amélioré. Si vous avez des questions par rapport à vos chiens, par rapport à une situation particulière, il n'y a pas de souci, posez-les en commentaire. Sinon, comme solution entre guillemets pour développer la méthode positive ou dans le cas où vous avez des problèmes avec votre chien, vous avez dans la description une liste des professionnels qui travaillent en positif. Sinon en Alsace, il y a le club canin du 3CA qui se trouve à Châtenois, que j'ai testé par moi-même et que j'approuve. Sinon il y a d'autres clubs en positif, il me semble qu'il y en a un à Obernai. En dehors de ça, franchement, renseignez-vous sur le sujet, lisez beaucoup à ce sujet si vous avez un chien et que vous cherchez à l'éduquer de cette façon. Allez, à bientôt les grains de sel et je vous souhaite plein de bonnes choses à vous et vos chiens.